Je suis donc très content de pouvoir vous parler de cette mission à grand succès. Et je dirais d'abord que ça fait partie de tout un ensemble de missions qui vont explorer Mars en ce moment. Il y a déjà 2 orbiteurs américains qui fonctionnent depuis quelques années, dont Mars Global Surveyor depuis 1997 et Mars Odyssey depuis février 2002, mais ce n'est pas ce que je voulais vous mettre tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été à la première. Voilà. Les observations qui sont rassemblées depuis l'orbite sont aussi extrêmement importantes, mais il y a une particularité quand même, il y a un intérêt tout spécial à aller sur place, à se rendre compte in situ, parce que là on peut déployer un certain nombre d'instruments qui nous permettent de préciser les choses de façon beaucoup plus enrichissante sur la connaissance des processus qui jouent à la surface de Mars ou qui ont joué. Donc l'idée, c'est de travailler comme des géologues le feraient, grâce à la mobilité et simplement avec le handicap de la communication entre les yeux et le cerveau qui prend le chemin des relations de télémesure et de télécommande, c'est-à-dire qu'il faut que la Terre, où se trouve le cerveau, ait le temps d'analyser les observations, donc de les recevoir, de les analyser avant de relancer ces commandes vers ces robots pour les faire agir. La présentation que je fais va essentiellement décrire les opérations qui ont eu lieu jusqu'à la fin de l'année dernière à peu près, c'est-à-dire en gros pratiquement une année de mission. Et Jim Bell fera à la suite le point sur les observations récentes, les activités récentes, et puis dira un mot de la perspective de survie de ces robots, qui nous étonnent en fonctionnant toujours aussi bien. Je ne vais pas être très scientifique dans le sens où je ne suis pas, moi, de formation ni géologue, ni minéralogiste, ni géochimiste, donc je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Vous aurez des références, vous pourrez me demander des références pour trouver des documents plus précis si vous êtes intéressé là-dessus. Donc je vais simplement survoler les parties scientifiques en soulignant quand même les grandes trouvailles qui ont été faites à l'occasion de cette mission. Donc, pour introduire le sujet, donc Mars, vous le savez tous, c'est la 4e planète du système solaire. Elle se trouve donc sur une orbite un peu au-delà de l'orbite de la Terre. Elle a une taille qui est pratiquement la moitié de celle de la Terre. Et c'est une planète rocheuse qui a une atmosphère légère. Par ailleurs, elle tourne sur elle-même avec un axe de rotation qui a une inclinaison à peu près du même ordre que celle de la Terre, donc il y a un phénomène des saisons qui apparaît très nettement. Et puis il y a également une vitesse de rotation sur elle-même qui est de l'ordre de la vitesse de rotation de la Terre, donc un peu plus de 24 heures dans le cas de Mars, ce qui fait que beaucoup d'analogies la rendent particulièrement intéressante comme objet du système solaire. Ce qu'on en savait jusqu'à il y a quand même quelques années, c'était que c'était déjà une planète au relief varié, mais qui semblait bien morte. On voit ici, par exemple, les grandes cicatrices de Valles Marineris. On peut voir également des volcans très, très hauts. On voit une surface grêlée d'impact, de cratères d'impact. Mais on voit aussi des régions beaucoup plus lisses. Ça se traduit sur la carte des altitudes relevée par l'instrument MOLA à bord de Mars Global Surveyor par une très grande diversité de relief. Il y a clairement un hémisphère sud en moyenne plus élevé de 4 km comparé à l'hémisphère nord et dans lequel se trouve une grande concentration de cratères d'impact qui semble indiquer que ces terrains sont nettement plus anciens que les parties lisses à plus basse altitude que l'on trouve dans l'hémisphère nord. En plus, il y a un énorme bouclier ici dû à des épanchements de lave et donc sur lesquels sont bâtis des volcans qui ont eu des tailles qui montent jusqu'à plus de 20 km d'altitude pour Olympus Mons qui se trouve ici. Le point le plus profond de la planète est ici dans le bassin d'Hélas et se trouve à moins 8 km. Donc la différence d'altitude
est supérieure à celle que l'on observe sur la Terre entre le sommet de l'Himalaya et le fond des fosses de l'océan Pacifique, les fosses sous-océaniques. Donc, si on revient pour la question pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à Mars, bien d'abord par curiosité, on veut connaître cette planète qui est notre voisine, mais parce que l'on en connaît déjà par les observations antérieures, nous intrigue et que l'on veut comprendre. Donc il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau, manifestement, les images, la morphologie révélée par l'imagerie montrent qu'il y a eu un fluide qui s'est écoulé, qui a laissé des traces. Donc, et on en trouve encore quelques traces dans des nuages ou du givre à la surface le matin, tel que Viking a pu le montrer, et encore sur les calottes polaires, en particulier les calottes polaires nord. Donc il y a eu de l'eau, mais on pense qu'il y en a eu de quantité importante pour laisser les traces qu'on y observe, mais elle n'est plus visible, elle n'est plus présente. Donc où est-elle passée? Comment a-t-elle disparu? Quand? A-t-elle contribué à former certaines formes minérales? A-t-elle permis une forme de vie primitive, c'est-à-dire dans les temps passés? Bon, c'est une question très importante qui motive, je dirais, qui forme l'ossature un peu de la justification de toutes ces missions. Mais il y a d'autres aspects géologiques, comme ces énormes volcans. Donc, on veut savoir, puisqu'apparemment, ils ont été en activité très longtemps, mais quand ont-ils été en activité? Jusqu'à quand? Et quelle est la composition des laves qui en sont sorties? Est-ce qu'elle a varié au cours des temps? Ensuite, l'autre question qui apparaît clairement, c'est, étant donné que l'hémisphère sud est différent de l'hémisphère nord, par son altitude moyenne et puis par l'aspect cratérisé qu'il présente, on cherche à comprendre quelle est l'origine de cette dichotomie. Qu'est-ce qui fait que l'hémisphère nord a été modifié par la suite? Donc, il s'agit en fait de tirer une compréhension de cette planète de manière à voir dans quelle mesure c'est applicable à l'histoire de la Terre et à son évolution. Donc, si on revient sur la question de l'eau, on dit qu'il y en a eu plusieurs centaines de mètres et qu'il en semble en rester moins de 10 mètres si on l'étale complètement à la surface de la planète. Donc, où est-elle partie? Quand est-elle partie? Où en reste-t-il? Et lorsqu'il y en avait, quelle a été son influence? Pendant combien de temps y en a-t-il eu? Et la question derrière tout ça, a-t-elle favorisé l'émergence de la vie sur Mars? A-t-elle permis d'en préserver quelques formes primitives ou quelques fossiles? Et puis, autre question, peut-elle être utilisée facilement pour servir à des expéditions spatiales futures, aussi bien dans le cadre de la visite des hommes que dans le cadre de l'utilisation de l'eau pour fabriquer des ressources qui seraient utiles pour faire fonctionner ces missions. Et puis, éventuellement, qu'est-ce que cela peut nous indiquer sur le devenir des réserves d'eau de la Terre? Alors, pour revenir quelques années en arrière, on va juste brièvement parler du complément d'observation de la présence d'eau, qui était déduite uniquement des formes morphologiques et quelques observations spectrales sur la vapeur d'eau dans l'atmosphère ou sur les pôles, mais la composition chimique de l'eau n'était pas vraiment mesurée. Donc, le Mars Odyssey, qui a été lancé en 2001 et qui fonctionne en observation autour de Mars depuis février 2002 sur une orbite circulaire polaire à 400 km d'altitude, a permis de faire une cartographie des différents éléments grâce à son spectromètre gamma et combiné avec des spectromètres neutrons. Et une des premières observations très rapides qui a pu être faite, c'est sur le pôle sud, on a vu rapidement, à partir des neutrons épithermiques, un déficit de neutrons épithermiques qui traduisait le ralentissement de ces neutrons par la présence de l'hydrogène, dont la grande abondance n'a pu être attribuée qu'à la combinaison de cet hydrogène avec l'oxygène sous la forme de molécules d'eau. En revanche, dans l'hémisphère nord, c'était l'hiver et il était couvert d'une calotte de CO2 qui ne laissait pas passer le signal de l'eau. En fait, par la suite, les saisons changeant, on a vu les figures s'inverser. Et donc, dans les zones polaires de haute latitude, on constate qu'il y a de l'eau dans le sous-sol proche et de grandes quantités d'eau. Donc là, c'est une indication chimique de la présence de l'eau. De même, dans les régions équatoriales, on a trouvé des régions ici où on a pu associer l'abondance accrue d'hydrogène avec de l'eau
qui est probablement dans ces conditions-là, qui atteindrait dans les 7 à 8% d'abondance, mais qui est probablement sous forme de minéraux hydratés pour être dans cette première couche de surface. Mais ceci dit, vous remarquerez sur cette carte d'abondance, bon, il y a d'autres éléments qui ont été cartographiés, mais je n'en parlerai pas, ce sont ici des abondances qui sont en excès, disons, élevées, dans 2 régions particulières, et il se trouve que c'est là que Spirit et Opportunity sont allés. Les objectifs de la mission MER donc, étaient de, suivant le motto des Américains, c'est « Follow the water », parce que cette observation de l'eau est un peu un fil conducteur pour tout un tas de questions qui se posent sur l'histoire de la planète Mars. Donc, aussi bien pour répondre aux questions sur la vie primitive que les formes minéralogiques ou la morphologie que l'on y observe. Donc, les objectifs tels qu'ils sont rapportés ici, c'était de déterminer l'histoire géologique, climatique et hydrologique de 2 sites sur Mars où l'évidence a été préservée pour une activité de l'eau durable et dans le passé, et qui aurait pu éventuellement être favorisée des processus biotiques ou biogéniques ou prébiotiques. Donc, ces 2 robots devaient explorer 2 sites potentiellement intéressants pour étudier les interactions passées entre l'eau, la surface et le sous-sol. Alors, le choix des sites d'atterrissage, ils étaient liés bien sûr à des critères scientifiques tels pour répondre aux objectifs que l'on vient d'énoncer, mais également ils étaient contraints par des critères techniques pour la sécurité de l'atterrissage. Donc, il fallait pour cela chercher des surfaces relativement plates, dépourvues de gros blocs et à des altitudes faibles, de manière à ce que le parachute ait vraiment le temps d'agir. Il faut rentrer dans les couches denses de l'atmosphère. Et également des critères techniques pour la réalisation de la mission des robots, c'est-à-dire qu'ils soient très ensoleillés pour bénéficier de l'énergie solaire, donc près de l'équateur. Donc les sites retenus sont décrits ici. Donc, le site de Gusev qui a été fortement promu par Nathalie Cabrol, qui, à la suite de ses travaux de thèse qu'elle avait poursuivis à EMS, et qui a finalement emporté la décision sur ce site, qui semble être, on va le voir plus en détail, mais qui semble avoir représenté un ancien lac. Et puis le site de Meridiani, qui lui, le Meridiani Planum, qui lui, pour une toute autre raison, c'est depuis l'orbite avec Mars Global Surveyor, l'instrument TESS avait une signature qui indiquait la présence d'hématite. L'hématite étant un oxyde de fer qui se forme en présence d'eau pour la plupart des modes de formation de ce minéral. Donc ces 2, ça conjugué au fait que techniquement ces sites étaient convenables, parmi d'autres sites, ce sont les 2 qui ont été choisis. Également, vous pouvez voir qu'ils sont pratiquement à l'opposé, en longitude, ce qui permettait de faire les opérations avec l'un, puis avec l'autre, alternativement. Il fallait qu'ils soient en vue de la Terre pour pouvoir communiquer avec eux. Donc pendant les premières phases de la mission, c'était très important. Et quand on passait en opération de l'un à l'autre, on se décalait de 12 heures sur Terre, en temps de travail, en horaire de travail. Pour revenir sur le site de Meridiani, voilà la carte de l'hématite révélée par TESS à bord de MGS et le site dans lequel on est allé se poser. Et puis voici le cratère de Gusev, un cratère d'impact qui se trouve à l'embouchure d'un chenal, la vallée de Maadim, et dont on pense, d'après les formes qu'on y voit, que ça a pu être un lac qui a duré assez longtemps, dans lequel on peut trouver des sédiments lacustres. Donc, les véhicules pour ça, si vous vous rappelez, en 1997, le petit véhicule Rocky, qui pesait 11 kg et qui avait 32 cm de haut, n'était équipé que de 2 instruments, une caméra ici, et à l'opposé, un spectromètre X de fluorescence. Ce qui fait que d'ailleurs, les manœuvres étant jamais parfaites, il y avait toujours des glissements. Quand on prenait l'image d'un rocher et qu'on allait en faire l'analyse de composition chimique, on n'était pas tout à fait sûr de faire l'analyse sur l'endroit où on avait fait l'image, parce qu'en retournant le robot, on n'était pas tout à fait sûr d'être au même endroit. En revanche, sa fille, l'une de ses filles, grande fille, c'est donc un des robots de la mission Mars Exploration Rover. Au sol, il pèse 185 kg, il a 1,57 m de haut,
Il y a des caméras situées ici qui sont à 1,54 m au-dessus de la surface. Et en tout, 9 caméras, donc 2 paires en haut. La paire scientifique, PanCam, dont Jim Bell est le brillant et plein de succès auteur avec son équipe. Et puis il y a les caméras de navigation technique aussi qui sont en paire. Et puis il y a 2 caméras devant, 2 caméras derrière, sur les châssis pour regarder ce qui se passe devant les roues ou derrière quand on va dans l'autre sens. Et puis il y a une dernière caméra qui est au bout du bras articulé, qui est à ce moment-là une caméra macroscopique. Et en fait, il y a 3 spectromètres, un dans le domaine infrarouge thermique qui fait des images qui sont prélevées depuis en haut et renvoyées vers l'instrument qui est en bas. Et puis il y a 2 spectromètres d'analyse chimique. Alors l'infrarouge thermique, c'est dans le domaine de la minéralogie plutôt, alors que les 2 autres instruments sont de la composition. Je crois que le Mossbauer, c'est la minéralogie du fer dans les roches. Alors, voici donc, on va répéter, les instruments de télédétection ici, les instruments d'analyse in situ ici. Il y a en plus un outil qui est le Rock Abrasion Tool, une espèce de rabot, qui permet de gratter et de raboter les roches de manière à éliminer la couche superficielle qui est affectée par les phénomènes atmosphériques et rentrer dans la composition de la roche propre. Donc je ne vais pas détailler les instruments. Vous voyez que la caméra panoramique a quand même, dans le domaine 0,4 micron, 12 filtres, et dont un certain nombre sont en stéréo. Hop, je vais les passer tout seul. Minites, je vais revenir en arrière. Minites, c'est dans le domaine 5 à 29 microns, avec des champs de vue définis ici, de 8 à 20 millirad. Et puis les instruments in situ, au bout du bras, sont l'instrument APXS, donc, qui est un instrument de spectrométrie X de fluorescence, qui va permettre de déterminer la composition chimique des éléments majeurs, pas les plus légers, mais à partir du sodium jusqu'aux éléments lourds. Et puis, il y a ici le spectromètre. Ah, décidément, il ne faut pas que je clique avec celui-là. Le spectromètre Bose-Bauer, dont c'était la première application dans l'espace. Cet instrument est donc sur les 2 rovers. Il était aussi sur Beagle 2, mais sans qu'on puisse savoir ce qu'il est devenu. Le spectrométrie Bose-Bauer est un instrument très puissant de diagnostic de la minéralogie par les noyaux de fer qui se trouvent à l'intérieur des minéraux. Donc il n'est sensible qu'à la minéralogie du fer, mais de façon très, très performante. Ensuite, il y a l'imageur macroscopique qui a un champ de vue de 3 cm et une résolution de 30 microns. Et enfin, l'outil d'abrasion, le robot, le rabot. Voici le robot replié sur lui-même avant d'être enfermé dans le véhicule qui va l'amener au sol. Et donc là, c'est prochain arrêt Mars. Et donc la mission s'est décomposée en 2 éléments, puisqu'il y a 2 robots. Ils ont été lancés séparément, ils sont arrivés séparément, en 2 sites séparés. Donc le premier, Spirit, a été lancé le 10 juin 2003, est arrivé le 4 janvier 2004, et dans le cratère de Gusev, qui se trouve un petit peu dans l'hémisphère sud, 15 degrés sud à peu près, et à moins 2 km d'altitude. Ce positionnement un peu dans l'hémisphère sud fait qu'il a eu un hiver plus rude à passer que Opportunity, qui lui se trouvait pratiquement à l'équateur, à 2 degrés sud. Et lui, il avait été lancé un mois plus tard, le 8 juillet, est arrivé le 25 janvier, et donc dans Meridiani Planum. Chacun de ces véhicules au lancement pesait 1 tonne. Le rover, je l'ai déjà dit, pesait 185 kg pour 15 kg de charge scientifique utile. Les objectifs de la mission étaient de fonctionner pendant 90 sols, après le sol d'arrivée, et le sol étant la journée martienne, qui est un petit peu plus longue que la journée terrestre, de 40 minutes environ. De réussir au moins 600 mètres de déplacement et d'analyser 4 sites distincts, y compris le site d'atterrissage, et dans ces analyses, faire 6 analyses, une de sol
et au moins 5 de roche, dont au moins une rabotée. Voilà les critères de succès. Ça a été très vite, enfin très vite, il a fallu 90 sols pour être content de les avoir satisfaits, mais depuis, on va bien au-delà. Au moment du lancement, quelques dizaines de minutes, une ou 2 heures avant que les premières images arrivent, mais après que l'on sache que l'atterrissage a eu lieu, ben on était devant les cartes, là, avec l'ellipse d'incertitude, en prenant les paris sur l'endroit où on avait pu aboutir, sachant qu'il y avait eu un certain nombre de rebonds, donc le sol pouvait être ceci ou cela. Et donc voilà, on était tous en train de se poser des questions devant les... Donc maintenant, on va regarder plus rapidement, un par un, les différents sites que l'on a explorés. Donc le cratère de Gusev, vous voyez, à l'embouchure de la vallée de Maadim, et un peu à la limite des terrains anciens, et en allant vers, enfin c'est encore les terrains anciens, mais en partant vers les altitudes beaucoup plus basses. Il y a un petit volcan un peu au nord, dont on se demande s'il a pu contribuer à certaines compositions que l'on observe. Mais on va regarder ça. Donc le site d'atterrissage. D'abord, quand Mars Global Surveyor, avec la Mars Orbiter Camera, a pris des images de la région quelques jours après, on a été capable d'identifier l'atterrisseur avec le robot encore positionné dessus sur cette photo. Et on a même identifié les marques de rebond jusqu'à un certain nombre. On a pu trouver où s'était posé le parachute, le couvercle arrière, le capot arrière de l'ensemble de descente, et puis le bouclier thermique qui se trouve sur le bord du cratère qui est ici Bonneville. À partir de ces images, on a pu commencer à faire un scénario d'observation. Bien sûr, la première chose, c'était d'analyser le site autour de soi. Donc la première image qui est arrivée, c'est celle-ci. On a juste déployé la caméra et on regarde le paysage autour de soi. On est sur l'atterrisseur, sur le robot. Donc voilà, on voit un paysage, un relief plutôt plat et quelques roches, mais pas moins que une densité de roches moins importante qu'à Pathfinder, par exemple. Voilà un panorama encore. Vous voyez un horizon relativement plat. Quelques cuvettes remplies de matériaux qui a l'air plus poudreux, plus sablonneux, et puis cette dispersion de cailloux de taille modeste. Alors, également, en faisant le tour d'horizon de l'endroit où l'on est, on voit encore les airbags, là, avec la poussière dessus, on s'aperçoit qu'il y a des petites crêtes, des petites dunes de sable qui sont certainement dues au vent, et puis à l'horizon, il y a quelques collines. Là. Ces collines, on les a identifiées, on les a appelées Columbia, en mémoire de la navette, et chaque sommet a été baptisé du nom d'un des astronautes disparus. Mais voilà, ils sont à des distances qui sont de quelques kilomètres, hein, comme vous voyez, suivant les endroits, de 3 à 4 kilomètres pour les plus loin qui sont ici. On voit aussi sur cette image également aérienne, enfin orbitale, qu'il y a des traces noires sur le sol, et ça a été identifié déjà par les caméras de Mars Observer, Mars Global Surveyor, comme les traces laissées par les tourbillons de poussière, les Dust Devils, qui soulèvent la poussière sur leur passage et révèlent la poussière qui est en dessous. Alors, on a constaté après dans les observations que la poussière de surface est celle qui est mobile sous l'effet des vents et se redépose, et elle est effectivement d'un ton plus clair en albédo, et que les poussières un peu plus granuleuses qui sont dessous, qui se restent, sont plus sombres et résultent de basalte, de décomposition de basalte. La première roche, après avoir analysé le sol, la première roche qu'on a été voir, c'est ce caillou qui s'appelle Adirondack, à quelques mètres de l'atterrisseur, sur lequel on a commencé à mettre en jeu l'outil d'abrasion. Alors il a également des petites brosses qui permettent normalement de chasser les copeaux de l'abrasion. Mais si on n'appuie pas l'outil sur la roche, cette brosse permet simplement de brosser pour voir s'il y a de la poussière qui adhère peu et dont on peut se débarrasser comme ça. Donc c'est très net. Dès qu'on l'a brossé, là on a été plus loin, je n'ai pas l'image, mais dès qu'on l'a brossé, le caillou change de couleur. De ces tons légers, clairs et rouges, il devient très vite très sombre et révèle une roche basaltique. Ensuite, on peut creuser davantage le sol. Et donc on a fait des analyses chimiques à chaque stade. D'abord, avant toute activité, sur le rocher tel qu'il est,
donc il y a une couverture de poussière. Ensuite, après l'avoir brossé, puis après l'avoir creusé de quelques millimètres. Donc ces compositions, on reviendra dessus, ça révèle quand même que le contenu en soufre et chlore qui est apparent, qui avait déjà été révélé avec Mars Pathfinder et pour lequel l'équipe de Heinrich Wanke avait fait l'hypothèse que c'était un dépôt éolien. Donc si on enlevait tout ce qui était chlore et soufre en proportion de ce qu'il y a dans le sol, on pouvait trouver la composition de la roche intrinsèque. Ça se révélait exact ensuite en faisant la manip ici avec cet outil. On a été ensuite analyser le sol dans cette petite cuvette, là, le Laguna Hollow, qui se trouve à quelques mètres aussi sur ce trajet. Et on y a fait une tranchée pour voir la différence de composition entre la surface et le fond. Là également, on a trouvé qu'il y avait un peu moins de soufre dans le fond. Un autre rocher en allant vers Bonneville, celui-ci a été beaucoup analysé aussi, c'est Humphrey. On a joué avec, on l'a brossé de différentes façons de manière à faire la tête de Mickey, et puis analysé, puis après on l'a quand même attaqué plus fortement pour avoir la composition plus intérieure. Et là également, comme sur Adirondack, on avait la variation de contenu en soufre en fonction de la profondeur d'abrasion. Si on veut regarder ce rocher avec un imageur pour voir sa structure, on s'aperçoit qu'il y a quelques petites irrégularités, mais qu'il est assez homogène et sombre. C'est vraiment un basalte que l'on a là. Ensuite, on approche donc du cratère Bonneville, ici. Et là, on ne révèle pas vraiment de banc de roche particulier. Donc, en fait, après l'avoir observé, après en avoir pris les panoramas, avoir essayé d'analyser les différents albédos des différents dépôts qui se trouvent au fond, là, c'est pour montrer qu'il y avait effectivement le bouclier thermique sur le bord de l'autre côté qu'on a pu apercevoir en agrandissant. Mais ça, c'est en regardant d'où l'on venait, à Adirondack, différents chemins, à Laguna Hollow, où on a creusé une tranchée, et on voit ici les traces des roues quand même, hein, on peut suivre le chemin, les différents... Et là, on arrive à Bonneville, donc on a fait déjà 320 mètres. Donc, sur Bonneville, donc on n'est pas rentré dedans, on a contourné pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait comme roches, puisque ces roches sont brisées par l'impact et bousculées, mais on peut justement en profiter pour regarder leur distribution ici. Dans tout ce qui est la partie autour du cratère, c'est tout. Les matériaux à partir de la plaine, c'est la différence entre le cratère et ça, c'est entre les deux la transition de tous les matériaux qui ont été excavés et renvoyés, donc suivant la stratigraphie inverse, autour du cratère. Donc on a pu explorer. Il y a également ce banc de sable là qu'on a vu, donc qui est assez clair en surface, mais lorsqu'on a été creusé avec les roues simplement, hein, on s'aperçoit que le sable dedans est très sombre. Quand on analyse, de nouveau, c'est ces sables éoliens qui sont en surface, et à l'intérieur, ces grains un peu plus gros qui sont du sable résultant de la dégradation de lave, de basalte. Alors, la structure de ce sable, il est d'une certaine manière cimenté en surface. Donc, il y a eu des processus d'altération, enfin d'échange avec l'atmosphère qui ont permis cette cémentation. On voit par la consistance ici, et alors que dessous, c'est beaucoup plus fluide. Et on trouve encore ces différents modes de particules dans ce sable. Donc, cette vue, avant de quitter le cratère, il y a un autre passage de Mars Global Surveyor qui a pris une nouvelle image, et on a pu retrouver le robot sur l'image. Le lander est là, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est de voir la trace, vue de 400 km d'altitude, voir la trace du robot à la surface de Mars. C'est comme la trace de l'escargot, enfin, ça brille moins, mais c'est assez étonnant d'avoir trouvé cette image. Alors, une des roches que l'on voit à côté du cratère est aussi une roche assez importante que l'on a beaucoup travaillé, qui fait à peu près 2 mètres de dimension, qui s'appelle Massatzal, sur laquelle on a fait pas mal également de travail. Là, on a fait un premier rabot
Enfin, on a d'abord brossé, puis ensuite on l'a raboté. Il se trouve que le plan du rabot n'était pas tout à fait parallèle au plan de la roche. Donc on a raboté cette partie, on a bien brossé celle-là, et ça a permis de révéler qu'il y a différentes couches qui sont à la surface, et dont un vernis assez sombre qui est ici, sous lequel il y a encore une couche intermédiaire blanche, un filet blanc qui sépare de la roche profonde, et la roche intrinsèque. Après avoir creusé davantage, il reste encore, parce que la surface n'est pas parfaitement plane, il reste encore cette partie creuse dont le vernis n'a pas été enlevé. On voit cette veine qui est aussi garnie d'une cristallisation blanche et dont on se dit que c'est un peu la même que celle qu'on voit le long sous la couche du vernis. Et donc, on se dit que c'est quelque chose qui a pu résulter de l'action de l'eau après que la roche se soit formée. Donc ensuite, on a pris la route vers les collines, qui semblait être un autre objectif fort intéressant, en se disant là, on doit peut-être trouver d'autres terrains, parce que là, on est dans des terrains volcaniques, des terrains des basaltes, et on n'a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est grâce aux outils beaucoup plus performants, on en apprend beaucoup plus sur l'histoire de ces roches. Donc on a été voir, on a pris la route, mais en chemin, on a pris une image, Van a pris une image d'une éclipse de soleil par Phobos, qui passait à ce moment-là. En fait, il y a tout un petit film sur cette éclipse. Ensuite, on va aller voir, on passe à côté de différents cratères. Un peu plus loin, on recreuse une tranchée dans le sol de la plaine pour en faire des analyses, où on trouve l'enrichissement en soufre vers le fond par rapport, et en magnésium ici par rapport à la composition interne. Donc, il révèle également que il y a eu une action de l'eau et qu'en surface, en fait, il y en a du soufre, mais c'est un composant éolien dans lequel il y a finalement assez peu d'action de l'eau qui soit visible. Là, lorsqu'on arrive au pied de la colline, à ce moment-là, des Columbia Hills, tout de suite, on change de terrain, on s'en rend compte, et on voit des roches de nature différente. Ce ne sont plus des blocs de basalte, c'est des roches, on dira des roches pourries, hein, quand on est rotten rocks, qui sont très altérées et dont on voit par exemple la structure fine avec le microscope imageur qui montre des concrétions altérées. Et la composition de cette roche, alors par rapport aux roches basaltiques qui font apparaître de l'olivine en grande quantité, donc c'est la ligne blanche, on voit qu'il y a encore un oxyde Fe2+, mais qui est décalé, donc c'est une autre phase, ce n'est pas de l'olivine, mais surtout, on voit apparaître cette composition, cette composante-là, qui est la signature de l'hématite. Et là, on dira bingo, on est arrivé sur des roches qui ont probablement vu, dans leur fabrication, elles ont été mises en place en présence d'eau. Donc à partir de là, on va parcourir cette colline et l'explorer sous différentes formes, donc c'est des trajets en cours. La suite de l'histoire sera présentée par Jim. On s'aperçoit qu'il y a des roches, quand on passe dessus, on les écrase et ça fait une espèce de poudre blanche. Ce sont des roches sédimentaires, essentiellement des sulfates. Bon, ça c'est le petit sommet auprès duquel on était lorsqu'on faisait ces observations initiales, en bas. On a West Pur, vu depuis Hanks Hollow. Ça, ce sont différentes roches qu'on a pu analyser, en particulier Clovis qui a révélé, là on l'a creusé, et c'est une roche assez malléable. Alors, voilà un spectre de APXS, et la caractéristique par rapport au spectre jaune qui est les roches basaltiques, on voit ici immédiatement ces pics qui ressortent, c'est le soufre et le chlore, et le brome ici. Ça, ce sont des signatures de roches sédimentaires. De même, pour le spectre Mossbauer, on va avoir ici l'apparition de ces phases, des oxydes comme on avait tout à l'heure, mais surtout la composante marron qui sort très nettement ici, qui est de la goethite. On avait encore de l'hématite, mais cette fois-ci on voit de la goethite. C'est encore une autre roche qui résulte vraiment de l'action de l'eau. Et toujours pour parler de l'action de l'eau, on voit des roches stratifiées. Ça, c'est sur une échelle de l'ordre de 2 cm, donc c'est quelques millimètres pour chaque strate, avec l'alternance de couches plus résistantes et moins résistantes
celles qui sont moins résistantes contenant les granules que l'on peut retrouver dans les produits de décomposition. On voit d'autres roches ici où il y a encore en plus des stratifications à des angles qui font un angle entre elles, donc qui révèlent que l'histoire n'a pas été monotone et qu'il y a eu des épisodes changeants. Donc pour résumer les observations de Gusev, il y a des roches volcaniques dans la plaine, des couches de poussière adhérentes aux roches en plus de la poussière éolienne. La composition intrinsèque de ces roches montre une analogie avec les roches basaltiques terrestres plus primitives que les andésites trouvées sur le site de Pathfinder, et qu'il y a des indices en faveur d'une altération aqueuse, mais simplement en surface, pas dans la fabrication de ces roches, donc par la présence de vernis et de veines. Voilà. Dans les collines, en revanche, les roches basaltiques qui existent encore sont bien plus altérées à divers degrés par rapport à celles des plaines, révèlent une composition différente, des roches moins dures, des aspects altérés, et puis il y a des présences de roches stratifiées de différents types et de la présence d'hématite et de goethite. Donc les sols dans les plaines sont, eux, de composition peu variable, similaires à celles trouvées lors des missions antérieures et en accord avec l'hypothèse d'un mélange global de la poussière grâce au brassage éolien. La fine couche de poussière éolienne, qui, elle, vole plus facilement, se trouve aussi, comme sur les roches, en superficie de ces sols. Une croûte sous-jacente superficielle cimentée, variable selon le contexte, en composition, épaisseur, taille de grain, suivant qu'on est dans les dunes ou dans les petites cuvettes, qui sont en fait des cratères secondaires d'impact. Et ensuite, on a fait apparaître une distribution bimodale dans ces grains de poussière, dont une partie révèle les basaltes altérés, résulte de la dégradation de basalte. Donc cette composition basaltique, mais avec davantage de soufre et de chlore que dans les roches. Contexte géologique, dans les plaines, il s'agit d'une histoire géologique dominée par les impacts et l'activité éolienne, même si les roches semblent légèrement altérées en surface. Dans les collines, en revanche, on peut mettre ça tout de suite, de contextes géologiques différents, dans les collines, l'altération est plus importante, la présence de dépôts stratifiés est visible, impliquant un changement de contexte géologique. Donc on a l'idée que vraisemblablement, même si maintenant on se pose des tas de questions, on va analyser plus finement tout ça, une grande question, c'est la source des basaltes pour cette plaine. On ne sait pas d'où peut venir cette couche de la grande plaine de basalte. Mais l'idée, c'est quand même que postérieurement à l'action, à la présence de l'eau, il y a eu un épanchement de basalte, de lave, qui a rempli une partie de ce bassin de Gusev, et c'est sur celui-ci qu'on s'est posé. Il a fallu qu'on aille un peu plus loin, là où des terrains qui pourraient être le pic central du cratère d'impact présentent un certain relief et où se trouvent encore et donc n'a pas été recouvert par les laves et où donc on voit encore les traces de l'action de l'eau qui pourrait en fait se remplir tout le cratère de Gusev mais sous la couche de lave basaltique. Donc, bon, mais tout ça, ce sont les hypothèses pour l'instant. On va passer au site de Meridiani Planum, qui est complètement différent. Si on y a été, c'est parce que dans cette région-là, on trouvait une signature d'hématite, dont on se disait qu'elle était due à la présence de l'eau. Donc, si un premier coup d'œil sur le panorama, lorsqu'on l'a vu, la première image, tout de suite, on voyait des bancs de roches apparaître, ce qui a été tout de suite très excitant. Et par la suite, eh ben, on a eu un contexte grâce aussi aux images de Mars Odyssey, Mars Global Surveyor, où on a trouvé l'atterrisseur placé dans ce petit cratère. Et ce petit cratère, c'était quand même un coup de chance dans cette immense plaine assez morne. C'est là où les airbags ont finalement se sont stabilisés. Et ce cratère avait donc suffisamment de profondeur pour révéler les bancs de roches sous-jacents. Donc on y a passé très longtemps à l'examiner. On revoit ici, dans cette plaine, les premiers rebonds et puis cette teinte légèrement blanchâtre qui révèle la mise en action pour stabiliser le mouvement, avant de lâcher, enfin stabiliser la chute, et avant de lâcher les airbags et le lander. Et ensuite, bon, il y a différents rebonds qu'on ne voit pas, qui ne sont pas signalés là-dessus, mais que l'on peut identifier. On voit également le capot arrière et le parachute, et de même le bouclier d'impact. Il y a à quelques centaines de mètres
un cratère qui s'appelle Bonneville et qu'on a été voir pendant la mission. Voilà alors la première vue, en fait, la toute première, c'est celle-ci. On avait ce banc de roche en vue, et ça, c'est pas l'horizon lointain, c'est le bord du cratère. On voit ici, et là, c'est lorsqu'on quitte le cratère, on s'aperçoit qu'on y a quand même fait pas mal de traces pour aller explorer un peu de toutes parts. Donc, la première chose, c'est d'examiner le sol lorsqu'on est descendu de l'atterrisseur. Ce sol, il fait nettement apparaître deux composantes. Ces microbilles de 1 mm à 6 mm, hein, très rondes, très homogènes, avec quelques-unes quand même fragmentées, comme ici. Et puis le sable fin entre les deux. Alors ça, c'est apparu comme étant une composante qu'on a ensuite identifiée partout sur la plaine de Meridiani. Un panorama du banc de roche, bon, il s'arrêtera à la fin, on verra. Il fait à peu près 180 degrés sur le cratère. Hein. Il ne fait pas tout à fait, mais il fait presque un demi-tour dans le cratère. Et en fait, on est allé les voir au début par ici, puis on a fait une longue exploration sans monter dessus, juste pour avoir des images de l'ensemble, avant de se dire on va aller voir tel ou tel endroit. Et en particulier, on a été dans cette zone, beaucoup, où on a fait une exploration très, très approfondie. On peut noter deux types de roches, une qui doit être assez dure, verticale, et d'autres beaucoup plus aplaties, donc moins dures. Et de fait, leur composition est comme ça. Donc, très vite, lorsqu'on a regardé de près ces roches, comme celle-ci, ça s'est révélé stratifié et contenant, on va le voir sur d'autres, contenant des myrtilles, ces petites sphérules. Le premier spectre qu'on a pu faire de ces roches, tout de suite, a révélé une abondance de soufre complètement autre que celle qu'on avait eue jusqu'à maintenant. Alors, cette figure date de l'époque. Maintenant, on a trouvé des abondances encore plus élevées que là-dessus, mais à l'époque, c'était le critère qui nous a sauté aux yeux. C'était vraiment différent des autres, et ça, c'était symptôme de roches sédimentaires, puisque le soufre était emporté en solution dans l'eau, et puis s'est déposé lorsque l'eau s'est retirée dans ces roches-là. De même, la signature Mossbauer a révélé une composante ici importante en jaune, qui est un oxyde de fer, la jarosite, plus un oxyde Fe3+. Donc ça aussi, c'était une signature très importante de la jarosite, vous en avez la formule ici, sulfate de fer un peu complexe, et donc c'est une signature d'une roche qui prend place dans l'eau. En fait, ces myrtilles, on les trouve dans les roches qui s'intercalent entre les couches fines, et puis dans les sols. Alors l'idée, c'est qu'elles ont pu être résulter de la cristallisation tardive lorsque ces roches étaient faites, mais qu'elles étaient sous l'eau. Il y a pu y avoir une condensation de certains matériaux sous cette forme-là, qui a formé ces sphérules. Et puis lorsque cette roche est altérée, par la suite, ces sphérules sont libérées et traînent sur le sol. En revanche, dans d'autres endroits, on voit aussi dans ces strates des alvéoles un peu oblongues qui semblent révéler le fait que des cristaux qui avaient été mis en place dans cette roche, peut-être par la même époque, ont pu par la suite être dissous et emportés par l'eau et laisser des alvéoles. La nature de ces myrtilles a été définie en faisant des analyses à un endroit où il y en avait un certain nombre, puisque les champs de vue sont quand même de plusieurs centimètres, les champs de vue de nos instruments. Donc on ne peut pas analyser la sphérules toute seule. Donc on a trouvé un endroit où il y en avait une grande concentration, et juste à côté, sur le même contexte, où il n'y en avait pas du tout. Donc la différence entre les deux, donc là où c'est jaune, c'est là où il n'y en a pas du tout, la courbe en jaune. Ça, vous voyez ces oxydes, mais là où il y a beaucoup de myrtilles, on voit apparaître cette hématite en très grande quantité. Et c'est donc ça qui est la signature qui est vue depuis l'orbiteur. C'est l'abondance de ces sphérules en surface qui fait cette signature d'hématite vue depuis TESS sur Mars Global Surveyor. Ici, on voit la structure fine de stratification qui indique, d'après les longueurs d'onde et les croisements de ces couches, qu'il y a eu des dépôts aqueux en faible profondeur, en présence d'un courant faible, et qu'il y a eu, en certains endroits, alternance du fait des longueurs d'onde différentes, et des croisements de couches, qui a eu également des dépôts éoliens.
Donc on peut penser que ça peut être lié à une mise en place par une succession d'inondations qui ont duré suffisamment longtemps et de périodes plus sèches. Voilà le champ le champ de bataille, lorsqu'on le quitte, il est labouré de partout par nos manœuvres, dans le sable, auprès des rochers, et on laisse le lander au milieu de ce petit cratère qui a une vingtaine de mètres de dimension. Ensuite, on part en direction de Botteville. Un premier caillou qu'on vient voir, parce que dans cette morne plaine, il n'y a pas grand-chose. On a vu un caillou qu'on a appelé Bounce Rock parce qu'il est sur un rebond, il est marqué par un rebond des airbags. On a été l'analyser et lui, alors là, quand on compare sa composition à celle de la météorite martienne ETA 79001, lithologie B, puisqu'il y a plusieurs parties dans cette météorite, et qu'on trace ici l'écart à la lithologie B, suivant une présentation amusante, on s'aperçoit quand même qu'on est bien sur vous voyez, 1%, 2% d'écart en abondance. On est vraiment très proche de cette composition de cette roche. Donc on a trouvé une météorite martienne sur Mars, simplement on se dira, elle résulte d'un impact qui a eu lieu sur Mars quelque part, dont une partie des matériaux sont retombés à la surface de Mars, et on en a trouvé un morceau ici, et d'autres parties sont tombées dans les zones au pôle sud de la Terre. Et donc qu'on a trouvé aussi, qu'on compare. Le fait qu'il ne soit pas enfoui, qu'il soit comme ça en surface, semble indiquer que ce n'est pas un impact si ancien que ça quand même. Et donc ensuite on continue notre trajectoire, on analyse certaines déclivités, certaines cuvettes, au fond desquelles on aperçoit de nouveau le banc de roche. Ce qui fait dire que ce banc de sable qui couvre toute cette plaine a une épaisseur de l'ordre du mètre partout. Puisque quand on va à ce petit cratère, c'est également ça, mais là, la couche rocheuse a été brisée et on en voit les éléments dispersés autour par l'impact. On arrive ensuite à Endurance et on voit la première vue du cratère Endurance où on voit là des bancs de roche tout autour, mais qui s'étendent sur des profondeurs beaucoup plus grandes que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et donc l'intérêt, c'est d'aller descendre, trouver un moyen de descendre et d'analyser ces roches pour faire la stratigraphie. Alors on a fait pour cette partie-ci toute une série de strates et on a analysé en différents points ces strates avec en creusant, etc. C'est une roche. Donc la composition en soufre et chlore et magnésium est représentée ici au fur et à mesure qu'on descend. Donc au début on a une composition à peu près constante dans ces premières couches. Et puis le chlore, apparemment, on ne sait pas l'expliquer, mais le chlore devient beaucoup plus abondant dans les couches plus profondes, alors que les autres ont l'air de baisser un peu en intensité. Lorsqu'on compare ça avec les roches de Eagle, enfin du premier cratère, à Guadeloupe ou McKittrick, on trouve aussi des roches dont la composition en soufre est du même ordre que celle d'ici. Ça, c'est le fond, des belles images du fond, vue du fond du cratère. On a toujours ces myrtilles en différents endroits. On travaille sur les roches. Et ça, c'est les dunes du fond, vues par PanCam. Une jolie image avec des lumières rasantes. On n'a pas voulu aller se risquer là de peur de sciences sablées. On trouve ici les traces de nos rabotages au fur et à mesure de la descente. C'est cette roche qui est grisâtre, lorsqu'on la rabote, elle fait une poudre qui devient rougeâtre. C'est très nettement le cas de ce qui est vrai de roches, de toutes ces roches-là. Alors, vu depuis le fond, on va passer ensuite au fond. On trouve des roches qui ont également ces sphérules, mais qui semblent altérées. Et de même, on y trouve des motifs d'altération sur les roches, comme ces espèces de formes qui semble être dû à un lessivage. Ici, il y a une sphérule qui était en place. Et on voit également d'autres roches. Une roche aux formes arrondies qu'on a analysée, qui a à peu près la même composition que les autres, mais cette forme arrondie semble indiquer que peut-être l'eau a encore agi après l'impact. Parce que ça, si elle est là, c'est que le cratère est déjà creusé. Or, ce cratère, il est creusé dans les roches sédimentaires, il n'y a plus d'eau. Et on voit une roche comme ça qui stagne, si je peux dire, qui peut se trouver au fond de ce cratère. Donc on n'a pas encore vraiment beaucoup d'explications pour ça, on la voit ici.
Et ça, cette vue-là, on n'a pas été plus loin, on n'a pas réussi à grimper. Là, on a eu du mal à analyser cette roche, c'est trop sablonneux. On avait jusqu'à 100% de dérapage dans ce sable en pente. Et donc cette vue-là, donc pour être précis, vous avez ce petit caillou ici, il est là. Et donc c'est une vue quand on a tenté d'aller vers là-bas pour sortir. Finalement, on a fait demi-tour, on est ressorti par l'endroit par lequel on était arrivé. Et la suite, Jim Bell vous la racontera rapidement. Alors pour résumer ce qu'on a trouvé sur ces roches, elles ont une forte teneur en soufre. Ce sont des roches sédimentaires. Donc on a effectivement trouvé des endroits où l'eau avait beaucoup agi. Les indices texturaux sont en faveur d'un environnement aqueux de faible profondeur, avec des stratifications croisées, des petites alvéoles révélant la présence de cristallisation qui ont été emportées, des motifs d'altération. Ça pourrait être des evaporites, des sels donc, qui interviennent dans leur composition. On a fait des observations similaires dans tous les endroits où on a pu atteindre cette roche, c'est-à-dire les différents cratères. Et il y a la présence de billes d'hématite à l'intérieur des couches stratifiées de ces roches. Quant au sol, eux aussi, ils ont une forte teneur en soufre, mais en accord avec l'hypothèse d'un mélange global de la poussière, à peu près comme dans les autres sites. Ils font apparaître une fine croûte superficielle sémentée, donc liée au sel, à la composition de ces sels. Les concentrations accrues de billes d'hématite en surface est liée probablement à la disparition des couches de roches qui les contenaient. Mais on ne sait pas comment elles sont arrivées là, on a encore du mal à expliquer cette abondance. Et pour avoir cette abondance, ça correspondrait à peu près à 1 mètre d'épaisseur de roches qui auraient été altérées et qui auraient laissé partir leur contenu en billes. Quand on compare la densité des billes dans ces roches avec l'abondance des billes en surface de ces sphérules. Il y a clairement une distribution bimodale des grains de surface et c'est une composition. Alors ce sol est de composition basaltique, à la fois dans les grains très fins et dans le gros sable. Donc c'est l'altération là aussi de roches basaltiques, mais là encore on ne sait pas par où elle est arrivée. On pourrait se dire de toute façon pour ces roches de sédimentation, il peut y avoir des formations des évaporites dans des eaux rendues très acides par l'activité volcanique, ce qui explique le type de minéralogie que l'on a et de la chimie. La formation des cristaux et des billes d'hématite par la suite, ensuite une dessiccation et enfin une altération physique qui détruit en partie ces constructions pour mettre en surface des produits d'altération, de décomposition plutôt. L'extension au contexte global d'après les données orbitales est assez facile parce que toute cette plaine semble identique. Il y a des possibilités de plusieurs épisodes aqueux pour représenter ce scénario. Donc en conclusion, on trouve que ces observations enrichissent les observations orbitales, confirment que c'était bien de l'hématite qui était la signature qui avait été vue. Et l'eau, donc jadis, était présente, au moins en petite quantité, mais probablement sur une zone étendue. Pas d'observation de carbonate pour l'instant, ni d'indice en faveur d'un climat plus chaud et dense. Donc les questions, c'est quelle quantité d'eau requise, la provenance de la composante basaltique des sables, l'évolution de la concentration en chlore qu'on a pu mettre à jour en descendant dans le cratère Endurance, l'évolution de la morphologie des sphérules et l'altération aqueuse avant et après impact. Donc quelle est l'histoire de cette eau, si éventuellement c'est confirmé que c'est arrivé sur place après la mise en place de ces sols. Pour la suite, on a, après Endurance, on va vers le bouclier thermique et au-delà, et là Jim Bell va vous en parler. En revanche, juste pour résumer la suite de la mission, vous voyez le recouvrement petit à petit par les poussières qui tombent de l'atmosphère, en regardant la cible de calibration, qui se couvre progressivement de poussière. Là, on est au sol au 300e jour. Donc l'énergie électrique dont on dispose sur les panneaux solaires diminue du fait de cette couverture, mais ça marche toujours et on reva vers l'été maintenant. Donc du côté source d'énergie solaire, les choses s'améliorent et donc on peut envisager une longue mission. Voilà, sur ce qu'on va faire par la suite, c'est Jim Bell qui va vous en parler. Il y a aussi les traces de rover sur la colline. Alors la suite aussi, pour faire une perspective, après Pathfinder,
à la suite de MER, toujours en cours, il y a le Mars Science Laboratory qui est prévu pour un lancement en 2009, qui est d'une autre classe, avec une alimentation qui ne dépend plus du Soleil, mais qui est une alimentation par énergie nucléaire, qui va de ce fait-là pouvoir emporter une charge utile 10 fois plus grande et parcourir beaucoup plus de chemin. On a la chance à Toulouse d'avoir été sélectionné, grâce à l'activité de Sylvestre Maurice, pour une expérience nouvelle qui s'appelle ChemCam, qui est en fait une caméra chimique qui, grâce à un laser de puissance tirant sur une roche, le volatilise, l'ionise, en fait un plasma dont l'émission est recueillie par un télescope et analysée par un spectromètre. Et cette émission va révéler ici des pics d'émission qui sont propres aux éléments qui se désexcitent dans ce plasma. Donc ça va être un instrument tout à fait nouveau et fort utile parce qu'il n'y a pas besoin de préparer l'échantillon. Bon, c'était le cas de Mosbauer et de APXS, mais on n'a pas besoin d'amener le robot à proximité. Il suffit d'être dans des distances de 2 à 13 mètres. Il enlève la poussière de surface comme le fait le bras grâce à son bras, mais là on n'a pas besoin de manipuler un élément mécanique. Il va en plus être rapide dans son analyse grâce à des tirs laser dont le gaz émis, vaporisé par l'impact, est suffisamment intense pour en quelques minutes avoir, même moins d'une minute, il faut avoir le spectre nécessaire à l'identification rapide des matériaux. Et donc, on a une analyse quantitative des majeurs et des traces, et sur un spot qui, lui, est d'1 millimètre. Donc, on peut conjuguer ça avec une imagerie haute résolution pour savoir quel est le grain, quelle composition. Voilà, et ça, c'est pour finir sur les perspectives on dit toujours qu'on recherche des traces éventuellement passées de la vie qui aurait pu se développer sous forme très primitive, certainement, sur Mars, mais il y avait une diapositive amusante dans une présentation de David Gilinchinski à l'IKI à Moscou, où il indiquait qu'on ne peut exclure que dans le cas du dégel du pergélisol martien, on retrouve une défense de mammouth, comme le montre cette image du pergélisol sibérien. Voilà, je pense que là, j'ai déjà rempli mon temps, mais une petite présentation de Jim Bell sur la suite. Voilà.